Sa face. Aujourd'hui entre Sébastien Corchia et Philippe Béchade. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Guillaume. Sébastien Corchia, directeur des gestions actions de Mescart Asset Management, et Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. Le CAC rebondit après avoir perdu 8%, 5 séances. On récupère, Sébastien, près de 2% aujourd'hui. Bon, 4203 points, c'est quand même poussif. Les volumes sont loin d'être énormes actuellement sur le marché. Particulièrement aujourd'hui, on a une hausse certes, mais qui sonne un peu creux. Oui, autant que la baisse, ça prouve que les investisseurs sont un peu perdus. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le bac de philo et j'ai envie de vous inviter à disserter sur Socrate qui disait: ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est un peu finalement ce que se disent les investisseurs depuis des semaines et des semaines. C'est-à-dire qu'ils sont perdus, ils ont des idées sur les taux, des idées sur le Brexit, mais elles sont très contraires en définitive. Et finalement, personne n'en sait rien. C'est très binaire ce Brexit. Les taux, ça l'est un peu moins, mais ça reste quand même, ça monte ou ça monte pas. Et finalement, on a un mur d'incertitude. Et c'est un peu ce qu'on pourrait écrire à travers cette citation de Socrate. On sait tous plein de choses, mais finalement, on ne sait rien par rapport à cet événement. Donc, il faut prendre des positions. Et finalement, les marchés ont peu de volume parce que ce sont les opérateurs de haute monnaie. Et là, c'est souvent un discours que Philippe tient, c'est-à-dire que les vrais gérants sont un peu, bloqués et ne peuvent que essayer de voir au-dessus du mur un peu plus loin. Très honnêtement, on en parlera. J'ai envie de pas être inquiet par rapport à cet événement, mais pour répondre à votre question... J'ai envie de ne pas être inquiet, ça c'est une jolie phrase. Oui. Vous êtes inquiet quand même. Non, on a tous envie de pas être inquiet, Sébastien. Oui, parce que l'inquiétude, elle vient en définitive du fait qu'on est dans l'inconnu par rapport à un événement boursier qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, et de l'inconnu aussi de certaines données un peu cliniques du marché, les taux, les taux qui sont négatifs. C'est un problème qu'on n'arrive pas à comprendre, à mesurer. On pensait que c'était une solution, ça devient un problème. On est même au Japon, on approche presque sur la zone des 20 ans qui sont négatifs. C'est les 17 ans qui sont négatifs maintenant. Ouais. Donc, j'ai pas envie d'être inquiet, effectivement, parce qu'il y a quand même des fondamentaux solides de l'économie. Après, c'était une affaire d'avis, mais moi, je ne crois pas à tous ces sondages. Je regarde à Londres plutôt les bookmakers qui sont pas dans le même négatif que oui, mais attendez, même les bookmakers, c'est vrai que les bookmakers, eux, pour l'instant, ne croient pas à une sortie de l'Union européenne, mais ils y croient quand même davantage qu'il y a une semaine. On voit davantage, mais pas autant. Et il n'empêche que davantage quand même. La bourse, elle a fait quoi? Elle a baissé de 9% sur 10 jours. Qu'est-ce que nous disaient les économistes stratégistes? Ils nous disaient qu'un Brexit, dans un premier temps, ça pourrait être du moins 12, moins 15 sur le stock 600. Voire moins 20 d'après Morgan Stanley même. Moins 20. Alors on peut effectivement aller jusque-là. Est-ce que votre risque, il n'est pas déjà en partie pricé? C'est une véritable question. Et est-ce qu'il faut être complètement à l'écart des marchés? Ce sont des questions que tout le monde se pose, et je n'ai pas forcément la réponse. Il faut adopter une posture, mais j'ai pas forcément la réponse. Est-ce qu'il faut être complètement à l'écart, au risque, s'il n'y a pas dans ce cas-là de Brexit, de rater complètement la hausse? Est-ce que la solution intermédiaire, c'est plutôt celle que j'adopte, c'est de rester investi au regard des différents données économiques qui nous donnaient envie d'être investis, mais par contre d'être beaucoup plus prudent sur les titres qui, eux, peuvent être lourdement impactés. Comme les banques, par exemple. Alors, comme les banques et paradoxalement comme certains titres qui ont une activité forte en Angleterre et que je trouve étonnamment peu touché. Je vous cite un exemple, celui d'Atos, qui est assez présent en Angleterre, je crois à 16% de son chiffre d'affaires. La baisse n'est pas si conséquente que ça, comme si, à travers des marqueurs comme celui-ci, les investisseurs semblaient pas être véritablement dans le Brexit. Ouais, c'est vraiment la question qu'on se pose, Philippe Béchade. Là. Après la baisse de 8% en quelques séances sur le CAC, et pareil sur les autres marchés européens, est-ce que ça y est, on a pricé au cours actuel désormais un Brexit, ou est-ce qu'on a encore un chemin baissier important devant nous si les Britanniques venaient à en effet voter une sortie de l'Union? Mais je sais pas, je ne sais pas pricer un Brexit ou un Frexit ou un Néderlandexit. Là on a 8-9% de baisse, 3 gaps successifs.
Je pense que là, quand même, le marché émet un signal d'alarme fort. Et si jamais ce Brexit, effectivement, se confirme donc dans 8 jours, maintenant que la livre a reperdu ce qu'elle a perdu à l'issue d'une des phases les plus volatiles qu'on ait vues d'ailleurs sur cette monnaie depuis la crise de 2008, il faut toujours comparer les choses, mais regardez le graphique de la volatilité de la livre, c'est quelque chose d'impressionnant. Bon, on va dire que c'est joué. Le problème, c'est que comme tout est en lévitation depuis des mois, comme on est remonté à 4005 sur le CAC, comme on est remonté à plus de 10 200 sur le DAX, comme on est arrivé à 2120 sur le S&P, il n'y a rien depuis février dernier qui justifie qu'on ait retrouvé des plus hauts historiques aux États-Unis, qu'on ait retrouvé des niveaux comparables au zénith de l'été 2007 en France, en Allemagne. Donc quand on a d'un seul coup un prétexte comme le Brexit, il y a tout le reste qui déboule derrière. Les chiffres de la croissance qui sont pas là, les révisions à la baisse des perspectives par l'OCDE, la Banque mondiale, même la Bundesbank qui a revu à la baisse ses propres hypothèses. Et puis on voit la Chine, d'un seul coup on se dit ouais mais bon les 6,7% de croissance évidemment, bien sûr que personne n'y croit. Puis le FMI qui se montre alarmiste, oui l'endettement des entreprises chinoises est un problème. Alors que dire à ce moment-là des collectivités locales, des régions. La Chine, c'est une montagne de dettes. Le seul exemple comparable, c'est le Japon en 1990. Et puis vous avez tout derrière, tout ce qu'on occulte chaque fois que les banques centrales orchestrent la hausse des indices. On l'a vu là, le S&P progressant durant 45 séances sans qu'il y ait eu aucune correction de plus de 1%. Donc on voit que on voit qu'il n'y a plus de marché. On voit que les prix sont faits, sont fixés par les banques centrales. Donc on sait que tout est artificiel et le jour d'un seul coup où le sol se dérobe sous nos pieds, là d'un seul coup tout ce que l'on a occulté, tout revient. On se reprend tout dans la figure en même temps. Tout n'est pas artificiel, il y a quand même des facteurs positifs. Il y a la baisse du dollar qui a soutenu Wall Street par exemple récemment. On attend une amélioration des publications des entreprises américaines. Qui a soutenu Wall Street. Bon, la consommation qui tient super bien aussi aux États-Unis. Enfin voilà, c'est tout n'est pas que du vent. La consommation c'est pas mal. Bon, on retire ce que les gens ont dû dépenser en plus pour remplir leur réservoir à la pompe, ça réduit un petit peu. Mais non, les chiffres sont pas mauvais. J'en suis d'accord. Ce qui m'embête, c'est que quand on regarde comment le S&P a progressé sans jamais consolider, on sait bien que là-dedans, il n'y a rien de fondamental. Il n'y a absolument rien de fondamental. C'est une hausse qui est fabriquée. Donc le jour où le sol se dérobe sous nos pieds, d'un seul coup, on se rappelle tout ce que l'on n'a pas voulu voir. Et bon, bah, ça, on s'en est bien rappelé. On a perdu 8% en quelques séances. Voilà. Et si on a tellement perdu en Europe, ouais. Pourquoi? Alors que le Wall Street continue de résister? Tout simplement parce que pour soutenir ce totem qui est le S&P, l'emblème de la richesse aux États-Unis, on va vendre au Japon, on va vendre en Chine, on va vendre en Europe, on va rapatrier le cash aux États-Unis. Et comme vous dites, effectivement, la hausse du dollar, c'est une bonne chose. Mais la baisse du dollar est une bonne chose. Ça veut dire quoi? C'est qu'en face, on peut matérialiser des gains sans se fatiguer sur un euro qui monte. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On gagne de l'argent sur l'euro et on rapatrie le cash pour soutenir le totem du S&P 500. Sébastien, vous partagez une partie du point de vue de Philippe où vous dites quand même les fondamentaux s'améliorent et donc peuvent justifier un CAC qui était il y a quelques jours encore à 4005, qui pourrait nous permettre de les retrouver, pourquoi pas? Moi je suis convaincu que les fondamentaux s'améliorent et je vous avais cité la dernière fois qu'on voyait des pousses vertes et on commence à les voir un peu légèrement sur l'emploi, sur les crédits qui sont distribués, etc. Il y a un terreau, je pense, favorable pour que le CAC 40 soit plutôt à 4005, 4006 qu'à 4002. On comprend pourquoi il est à 4002 dans le très court terme. Il y a ce phénomène d'inquiétude. Mais vraiment, j'ai envie de passer... Enfin, même à 4002, il n'est pas particulièrement attractif en termes de valorisation. On est à peu près dans les moyennes historiques. On n'est pas sous-valorisé en Europe malgré la récente baisse. Il n'est pas attractif en termes de valorisation, mais il est attractif en termes de rendement versus
les taux qui, eux, ne cessent de baisser. Il est attractif en termes de primes de risque qui intègrent cette donnée des taux. Donc il faut peut-être le regarder sous un autre prisme. Il est attractif par rapport au marché américain qu'on citait, etc. Alors là, je pense qu'on a un événement. Alors, Philippe disait, on sait pas, personne ne sait ce que je vous disais avec Socrate tout à l'heure. Personne ne sait pricer. Le seul exemple qu'on a à peu près en tête, c'est le Grexit, où on avait vu, on était tombé un peu dans des extrêmes. Maintenant, la Grande-Bretagne et l'Angleterre sont pas la même chose. Moi, je crois que finalement, les marchés, j'ai l'impression, dans la lecture au deuxième degré des marchés, qui sont pas finalement si inquiets que ça du Brexit. Encore une fois, je vous cite des titres qui me paraissent être très sensibles, Grande-Bretagne, et qui bougent pas tant que ça. Et par contre, qu'est-ce qui fait baisser les marchés? C'est l'effet collatéral, c'est-à-dire parce que je suis inquiet, je vais acheter du Bund, notamment. Et ce Bund qui était tangent à 0, il passe 0 moins. Et c'est ça qui fait finalement l'arbitrage vers les marchés actions de manière négative. Donc je crois qu'on est, je serais pas plein pot, on est obligé d'avoir une petite retenue visible par rapport à cet événement. Mais vous me parliez des fondamentaux. Moi, je vous réponds que je trouve, pour reprendre une citation d'un politique, que ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Pas inquiet malgré tout de voir justement ces rendements obligataires souverains en territoire négatif. C'était déjà le cas de la Suisse, du Japon et maintenant donc aussi l'Allemagne à 10 ans. Est-ce qu'on a affaire sur ce marché obligataire à une supernova qui risque d'exploser comme le disait il y a quelques jours Bill Gross? Ça, c'est un vrai problème. Et je partage l'avis de Philippe qui dit tout ça est un peu en lévitation, etc. Et je ne crois pas que la supernova ou la bulle, elle peut exploser avec un événement attendu, Brexit par exemple. Mais je pense que ça sera un de nos problèmes en 2017 notamment. Il y a un moment, on va avoir un problème avec ces taux négatifs. Ça n'existe dans aucun livre d'économie. Ça perturbe les entreprises. J'entendais sur votre antenne ce matin que Nestlé emprunte de l'argent à taux négatif parce que AA et que ça atteint des sphères, ça pose des problèmes au régime bancaire, ça pose des problèmes à l'épargnant qui doit épargner plus pour avoir la même rémunération en absolu, en définitive. C'est en train de tout dérégler cette histoire-là. C'est massif. C'est-à-dire, actuellement, je crois, en Europe, près de 9 000 milliards. Voilà, 9 000 milliards d'euros sont en territoire négatif. Tout à fait. Donc ça, c'est un vrai problème. J'ai juste envie de vous dire, c'est pas ça, je pense, qui va nous perturber dans l'ultra court terme, mais ça sera notre sujet de fin 2016, début 2017, évidemment. Philippe, ces taux négatifs, et on le voit donc désormais aussi sur le 10 ans allemand, est-ce que ces taux négatifs, c'est une menace pour la croissance européenne? Est-ce que ça pourrait dissuader les banques d'investir davantage? Je vous pose la question parce que les banques ont perdu pendant ce temps 100 milliards d'euros de capitalisation en Europe en quelques séances là, avec les taux qui ont continué de reculer. Et combien ont perdu ou combien sont en train de perdre les épargnants allemands? S'il y avait eu du rendement depuis 2012, la différence, ça serait de 200 milliards. Bon. Alors, la capitalisation boursière, c'est une chose. L'argent qui ne rentre pas dans la poche des épargnants, et comme le dit fort bien Sébastien, il va falloir en mettre plus pour espérer à la retraite pouvoir ne serait-ce que se maintenir avec un toit sur la tête, se nourrir et se soigner. En mettre plus ou prendre plus de risques. Voilà. Voilà. Donc je pense que l'impact psychologique et la projection dans un futur sans rendement, un futur d'épargne qui se désagrège, ça c'est anxiogène et ça vient contrarier beaucoup plus puissamment la propension à consommer que de se dire chouette, je vais pouvoir emprunter moins cher. Alors déjà quand on emprunte, c'est qu'on n'a déjà pas assez d'argent, surtout pour le crédit à la consommation. Vous parliez tout à l'heure de la consommation américaine. Je vous ai dit oui, la consommation elle est repartie et les encours de cartes de crédit aussi. Et les défauts sur les cartes de crédit aussi. Voilà. Parce que ceci augmente et ça fragilise un petit peu les bons chiffres américains. Il y a un vrai sujet sur le crédit auto. Le crédit auto, on a refranchi allègrement maintenant les 1200 milliards et là-dessus, on sait qu'il y a une proportion non négligeable de prêts auto qui ne seront jamais remboursés. J'ai déjà expliqué le mécanisme. Vous empruntez
à 72 mois, c'est la moyenne, c'est-à-dire que ça veut dire que vous empruntez sur 6 ans et les gens gardent leur véhicule 3 ou 4 ans. Le jour où ils décident de revendre leur véhicule ou que ce véhicule a un gros pépin technique, eh bien, qu'est-ce qu'il vaut à l'Argus? Certainement pas ce qui reste à payer sur le prêt. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore débouché sur l'explosion de la fameuse supernova, mais Bill Gross a raison. Physiquement, une supernova, c'est quelque chose qui gonfle inexorablement, tout comme les banques centrales ne font que rajouter en permanence de la liquidité. Et là, si on évoquait un sujet de philo, je pourrais dire, pour qui ne possède qu'un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Les banques centrales ne savent que rajouter de la liquidité. Et il y a un moment où ce qui donne quelque part sa valeur à la liquidité, c'est-à-dire la confiance, cette confiance d'un seul coup, elle s'évanouit. Elle s'évanouit lorsqu'on se dit que, de toute façon, la Banque centrale, elle n'a pas d'autre outil que son marteau. Et là, on a un problème. Ouais, et le marteau de la Fed ce soir, on n'en a pas parlé, c'est dire si on n'attend pas grand-chose de la Fed, le marteau de la Fed, ce sera de ne surtout rien faire tout à l'heure, de ne surtout pas relever ses taux. On attend. Non, le débat qu'il y aurait sur la Fed, c'est de dire il faut absolument qu'elle réancre les anticipations. Elle avait réussi à le faire, elle a reperdu la main et je pense que elle va être obligée de passer son tour du fait du Brexit, mais pour moi elle devrait avoir un discours un petit peu plus faucon pour essayer de faire revenir les anticipations sur juillet, parce qu'elles sont encore très très faibles, ces anticipations sur juillet. On suivra après 20h ce communiqué. Oui, je vous résume une petite parenthèse. Vous avez vu ces menaces de la Chine ? Je crois que c'est ce matin. Ils ont dit que si la Fed envisageait vraiment de remonter ses taux, la Chine laisserait filer le yuan. Ouais, qui file déjà pas mal depuis quelques semaines. Oui. La baisse. Voilà. Il y a encore du potentiel. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face et tout ça impactera